Si vous n'avez pas encore vu les 2 premières vidéos de cette petite série, voici un bref résumé. Les victimes de viol ou d'agression physique sont systématiquement dénigrées lorsque le coupable présumé jouit d'une certaine popularité. Malheureusement, les témoignages qui nous reviennent montrent le même phénomène également dans des milieux privés. La suspicion est systématiquement dirigée vers la victime présumée à qui l'on prête des intentions mercantiles ou chez qui l'on cherche des attitudes ou des comportements qui auraient pu justifier le viol. Qu'on s'entende bien. Une victime de viol ou de violence sexuelle n'est jamais ni coupable, ni responsable de quoi que ce soit. Un être humain normalement constitué n'agresse pas, ne viole pas. S'il transige à ses règles, c'est lui et lui seul le problème. Ce retournement de la charge de la culpabilité participe à la culture du viol et fait hésiter de nombreuses victimes à aller porter plainte, puisque l'on sait que moins de 10% d'entre elles se rendent dans un commissariat après avoir subi ces violences. Les tribunaux ne condamnent que 1300 viols maximum par an, vous vous rendez compte. Les peines encourues par les violeurs sont censées aller jusqu'à 15 ans d'emprisonnement en théorie, mais on a vu combien la majorité des verdicts étaient ridiculement clémentes à l'égard des violeurs. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet de cet épisode et de rappeler toutes les terribles étapes à franchir pour traduire son agresseur en justice, imaginez juste. Avant même d'aller porter plainte, vous savez qu'on va remettre vos propos en doute, que vous risquez votre place dans votre entreprise, que de toute façon il y a peu de chances que votre plainte aboutisse à un jugement. Qu'en plus de ça, si un jugement vous reconnaît comme étant victime et le reconnaît lui comme étant coupable, il sera probablement clément à son égard. Tous ces faits, qui sont connus de toutes, pèsent un poids insupportable et font pencher la balance vers l'abandon des poursuites. Mais supposons que la victime trouve malgré tout une force héroïque et souhaite emprunter la voie judiciaire. J'aimerais qu'on parle dans la première partie de toutes les étapes qu'il faut franchir pour pouvoir traduire un agresseur jusqu'aux assises. Et vous allez voir que là encore, il y a un vrai parcours de la combattante. Ensuite, j'aimerais parler de tous ces innombrables témoignages qui participent à la culture du viol, de ce que les victimes de viol ont entendu dans les commissariats ou dans les gendarmeries, et vous allez voir, c'est complètement fou. Ça fait partie de ces épreuves supplémentaires qui font que les gens ne vont plus porter plainte. Et enfin, en troisième partie, j'aimerais qu'on conclue un tout petit peu et qu'on fasse une ouverture à propos de cette série de vidéos parce qu'il faut absolument que le climat de viol qui existe en France cesse définitivement. Petite parenthèse, parce qu'on me le reproche assez souvent et ça me fatigue, oui, je suis parfaitement conscient qu'il existe des hommes qui sont victimes de violences sexuelles, voire de viols, j'en suis tout à fait conscient. Je choisis d'utiliser le féminin quand je parle des victimes de viols parce que 96% des victimes de viols en France sont des femmes et elles ont subi des viols par des hommes. Donc voilà, cessez de rappeler sans cesse la condition des hommes sur des vidéos qui parlent justement des violences masculines qui sont systémiques. Justement, si les violences subies par les hommes sont évidemment aussi inacceptables que celles subies par les femmes, elles ne font pas système. D'où la différence. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Après un viol, si la victime est toujours en vie ou toujours consciente, ce qui n'arrive pas systématiquement, elle peut passer par un panel d'émotions extrêmement variées. Les victimes de violences sexuelles rapportent parfois un sentiment d'humiliation ou de colère, voire de rage, de chagrin, de sidération, de tremblement, d'égarement, voire pas d'émotion du tout. Le manuel des urgentistes publié en 2011 le rappelle, je les cite, « Il n'existe pas de parallélisme entre la gravité de l'agression et l'expressivité du tableau clinique psychologique. » Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie qu'il ne faut jamais déduire de l'état visible de la victime la façon dont elle a vécu son traumatisme. Et bien entendu, ne jamais reprocher à la victime d'un viol la façon dont elle a réagi, ça va sans dire. À ce stade, les victimes qui pensent à porter plainte vont la plupart du temps directement au commissariat ou à la gendarmerie et elles vont devoir raconter dans tous les détails ce qui leur est arrivé, puisque ça va leur être demandé. Certaines victimes ont au préalable prévenu un ou une de leurs proches, et donc elles en seront déjà au moins à la deuxième narration du drame. Donc au commissariat, ce sera peut-être déjà la deuxième fois qu'il faudra raconter tout ce qui s'est passé. Pour les personnes qui n'iraient pas porter plainte immédiatement, sachez qu'il est possible de contacter un avocat qui se chargera lui-même d'ailleurs de rédiger la plainte au procureur de la République, c'est possible. Mais revenons sur les femmes qui passent directement par la case commissariat. La plainte étant assez proche du moment du viol, on va demander à la victime de se rendre aux urgences où un examen gynécologique sera pratiqué. Il faudra raconter une fois encore ce qu'il s'est produit à l'accueil des urgences, puis au docteur ou à la doctoresse qui va examiner la victime. Donc on est déjà à 3, 4, voire 5 fois dans la même soirée après un viol, le moment où il faut raconter cette histoire. Imaginez à quel point c'est éprouvant. L'examen gynécologique après un viol, c'est une épreuve terrible à traverser. Il faut un courage inouï pour laisser un ou une inconnue examiner l'appareil gynécologique et faire des prélèvements nécessaires au dossier, quelques heures seulement après avoir subi un viol. C'est terrible. Dans certains cas, il va être demandé de repasser au commissariat après le passage aux urgences.
Dans tous les cas, rapidement après, il y a une autre épreuve insoutenable qui va attendre la victime, puisqu'il va falloir au commissariat la confronter à son violeur. Je ne trouverai jamais assez les mots pour exprimer à quel point je trouve ce processus violent et humiliant. Certes, la victime a la possibilité de se faire accompagner par quelqu'un à ce moment-là, mais lui imposer une telle chose, lui imposer de voir son violeur, je trouve ça inhumain. Ce sera bien entendu le moment choisi par le violeur présumé pour lui donner la possibilité de salir sa victime, de rappeler qu'il est innocent, qu'elle était consentante, etc. devant la victime du viol. À ce moment, les faits ne sont quasiment jamais reconnus par le violeur présumé. Alors je ne comprends pas l'intérêt de cette confrontation que je trouve ignoble. Après un viol, il est parfaitement naturel que la victime n'ait qu'une envie, c'est de fuir son agresseur et de ne jamais le recroiser. Donc voilà, imaginez ça, ça fait seulement quelques heures ou quelques jours que la victime a subi un viol, et il faut qu'elle raconte pour la 5e ou la 6e fois le récit de son agression, et là, face à son agresseur, enfin mais quelle violence, c'est complètement absurde. Bref, à ce moment-là, l'agresseur présumé est conduit devant un ou une juge d'instruction, et c'est lui ou elle qui va décider de son placement ou non d'ailleurs en détention. Il faut savoir que c'est la décision du juge ou de la juge de la liberté et de la détention que de demander une détention provisoire. C'est aussi cette personne qui par la suite traite les demandes d'ailleurs de remise en liberté. La juge d'instruction ou le juge d'instruction sera ensuite chargé d'enquêter, et c'est un processus qui peut prendre très très longtemps. On va demander des expertises psychiatriques et psychologiques à la fois à l'agresseur et à la fois à la victime. C'est un passage obligé qui est souvent vécu comme une violence où il va falloir encore une fois tout raconter. Mais c'est pas fini. L'agresseur et la victime, séparément cette fois-ci, vont devoir rencontrer la personne qui est chargée de l'instruction du dossier. Ça va encore être un moment pour que l'agresseur puisse se défendre des faits qu'on lui reproche ou prétendre que tout est inventé ou qu'il y avait consentement ou je ne sais pas encore quelle bêtise. Et il va falloir que la victime, une nouvelle fois, donne un maximum de détails et raconte encore une fois tout ce qui s'est passé pour l'enquête. Enfin, vous vous rendez compte la difficulté du truc, quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il peut s'écouler un sacré délai entre la plainte au commissariat et le moment où l'enquête va démarrer, où on va rencontrer un juge. Autrement dit, ces moments qui sont obligés, où il faut de nouveau raconter son histoire, ils sont autant d'obstacles qui vont freiner la guérison de la victime qui ne peut pas vraiment encore passer à autre chose, parce qu'elle sait en fait qu'il va encore falloir raconter, qu'il va encore falloir se confronter à la personne. Il est indispensable à ce moment-là d'ailleurs d'avoir un avocat avec soi, ce qui fait encore une autre personne à qui il va falloir raconter le viol. L'instruction ensuite, elle peut durer 1 à 2 ans, parfois plus, rarement. Et le procès aura lieu soit aux assises, si c'est la qualification de viol qui est retenue, soit au tribunal correctionnel, si c'est la qualification d'agression sexuelle qui est retenue en lieu et place du viol. J'en ai parlé dans la 2e vidéo, je trouve la frontière entre viol et agression sexuelle absolument incompréhensible. Et il va sans dire que pendant tout ce temps, la reconstruction de la victime, elle est difficile tant que l'affaire est en cours. La victime d'ailleurs, elle est même pas tenue par la loi d'être présente le jour du jugement, mais dans les faits, de ce que j'ai lu et des témoignages qu'on m'a avancés, en fait, elle est tout le temps là. Elle est tout le temps là à côté de l'avocat. Il y a plusieurs arguments qui sont avancés à cela, et le principal étant que une des façons de guérir d'une agression sexuelle, c'est d'entendre le juge déclarer son violeur coupable. Apparemment, c'est thérapeutique et c'est libérateur pour la victime de viol. Évidemment, pendant ce moment assez pénible à vivre, l'histoire, elle est de nouveau racontée à des inconnus qui sont dans la salle pendant le jugement, quoi. Donc voilà, ça c'est le parcours de la combattante que doivent subir les victimes de viol. À partir de là, il faut, pour vraiment comprendre, avoir le tableau complet et conclure, qu'on parle absolument de la culture du viol et qu'on rentre dans des détails extrêmement agréables. Donc je vais afficher comme la dernière fois un timecode là dans le bas de la vidéo là que je vais mettre pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, vous rendre directement à la partie de la conclusion qui va mettre un point final à la série de 3 vidéos. Je préfère vous prévenir, hein, si vous avez été victime de violences physiques ou sexuelles et que la blessure est encore ouverte, je pense qu'il vaut mieux qu'on se retrouve à la fin de la vidéo parce que là on va lire des témoignages absolument infects de ce que les victimes de viol entendent dans les commissariats. Il faut, si vous ne comprenez toujours pas à ce stade des vidéos pourquoi les victimes ne portent pas systématiquement plainte, que vous entendiez ce qui se dit. Il faut l'entendre pour qu'on arrête de faire cette remarque. Moi, il me semble en tout cas que la seule question à laquelle on devrait répondre quand une victime de viol dénonce son agression, c'est: peut-on prouver le viol et condamner le violeur en fait? Parce que si la réponse est oui, l'affaire elle doit être close. Point. Et si la réponse est non, ça ne signifie d'ailleurs même pas que la victime aurait inventé son témoignage, mais en fait on devrait poser aucune autre question que ça, quoi. Examen gynécologique, est-ce qu'il y a effectivement des traces de viol, des traces de violence? Il y en a, terminé. Je vois pas pourquoi en fait on tourne autour du pot, je vois pas pourquoi on fouille dans le passé des gens, je vois pas pourquoi on fait culpabiliser les victimes, c'est assez scandaleux. Bon, je rentre dans le vif du sujet, je vais avoir le temps de m'énerver là dans les 5 prochaines minutes. Il y a 2 groupes d'action qui s'appellent le groupe F et Data Police qui en 2018 ont recueilli en seulement 10 jours plus de 500 témoignages de femmes qui ont été victimes de violences sexuelles.
à qui on a tenu des propos inacceptables et complètement déplacés au moment de porter plainte. Je ne vais pas être exhaustif, heureusement, parce qu'il y en a vraiment énormément. Mais sachez que voilà, ces témoignages, ils ont été classés en 7 catégories, c'est très intéressant, je vais vous en lire quelques exemples. Déjà, il y a des catégories de refus ou de découragement vis-à-vis de la victime de prendre sa plainte, par des processus de culpabilisation. Je vous donne 5 témoignages absolument intolérables entendus dans les commissariats. On a « le commissariat ne reçoit pas ce genre de plainte ». Ah bon. Ça n'aboutira pas, il vaut mieux déposer une main courante. Vous n'avez aucune preuve, revenez quand vous en aurez une. Non mais vous le croyez ça. On ne prend pas votre plainte, vous devez écrire au procureur de la République, ou encore, si vous n'avez pas de certificat médical, on ne peut pas prendre la plainte. Je vous assure que là, je vous ai pris quelques exemples parmi mes pléthores de témoignages. Je vous mets le lien dans la description, vous pourrez aller lire, c'est hallucinant le nombre de violences verbales qui sont proférées par des forces de l'ordre, par des fonctionnaires français, quoi. C'est inacceptable. Je ne vous ai pas cité non plus tous les témoignages des personnes qui disent avoir dû aller dans plusieurs commissariats pour pouvoir enfin porter plainte. J'ai un petit rappel à ce sujet-là. Selon l'article 15.3 du Code de procédure pénale, les services de police et de gendarmerie sont dans l'obligation de recevoir une plainte, quel que soit le lieu de sa commission ou le lieu de la domiciliation de la victime. Les services de police sont dans l'illégalité quand ils refusent de prendre votre plainte. Alors je m'adresse à eux, s'ils regardent cette vidéo. Si pour vous c'est pas une priorité que de recevoir la victime d'un viol, alors je vous le dis, vous vous êtes trompé de métier. J'en ai ras-le-bol d'entendre encore et toujours les mêmes témoignages à ce sujet. Il arrive que les agents censés recevoir les plaintes minimisent la gravité des faits. Je vous donne encore quelques témoignages parmi beaucoup d'autres, ceux que j'ai choisi de conserver. Je vous la cite là. Victime de revenge porn, c'est quand un ex-copain publie les photos de nus qui avaient été faits dans l'intimité. J'ai eu le droit à une petite tape sur l'épaule. Allez tenter de vous reconstruire. Alors en plus de ça, c'est ce qu'elle précise dans son témoignage, sa plainte n'a pas été prise après avoir entendu une aberration pareille. Bref. On a aussi, on va pas prendre votre plainte parce qu'il n'y a pas eu de pénétration, donc on va pas reconnaître le viol. C'est complètement aberrant, quoi. Enfin, c'est gravissime de minimiser à ce point l'impact d'une agression sexuelle. Je vous lis le suivant mot pour mot. Lors d'une plainte pour viol en réunion, la personne qui m'auditionne dit à sa collègue « Elle a été violée à 7 heures, elle vient que 10 heures après, qu'est-ce qu'elle a fait toute la journée, j'y crois pas. » Elle me dit « Faudra assumer pendant le procès devant eux et ils auront des arguments de défense, ils vous rateront pas. » Et puis je vais vous en lire encore un dernier qui là combine toutes les tares possibles. Ma plainte pour viol a tout simplement été refusée. Les paroles prononcées furent « Désolé, mais ce n'est pas légalement un viol. Votre plainte est irrecevable et l'agression sexuelle étant impossible à prouver, votre plainte ne servirait à rien. » Troisième catégorie définie par les deux groupes d'action, un classique qu'on entend partout dans les médias, la culpabilisation de la victime. J'en ai pris 5 parmi les dizaines d'exemples qu'on peut retrouver, d'exemples vraiment horribles. Et alors là, c'est affirmé comme ça de but en blanc, c'est hyper choquant, je préfère vous prévenir. On dit « Vous n'allez pas gâcher sa vie pour ça ». Ça, c'est le summum du cynisme. On va bien faire attention à ne pas gâcher la vie des violeurs. Hein. Je suis vraiment fatigué que l'empathie aille toujours de facto aux agresseurs présumés ou pas aux victimes. Tout aussi grave, je cite « Ça peut être traumatisant pour quelqu'un de se retrouver en garde à vue pour viol ». Mais c'est incroyable, mais et alors ? Enfin, je veux dire... Si la personne s'est rendue coupable d'un crime, il peut envoyer en garde à vue, mais peu importe, on n'a plus d'empathie à avoir pour cette personne-là. On a aussi la phrase typique de la culture du viol. J'ai été violée à 14 ans, quand j'ai voulu porter plainte, un policier a dit « comme si elle ne l'avait pas cherché ». Allez, j'en cite un autre parce que je l'entends aussi souvent et je pense qu'il faut dire les choses. On se comporte mal, nous les hommes, quand on nous rapporte une agression sexuelle. Lors de ma déposition à propos d'un viol, on m'a questionné « Avez-vous dit non à haute voix ?» Non, j'avais trop peur. Donc vous êtes resté complètement passif, vous vous êtes laissé faire. Enfin, je veux dire, ça c'est vraiment une méconnaissance des mécanismes physiques, psychologiques, psychiques qui peuvent se produire pendant une agression, quoi, pour faire une remarque aussi honteuse. Les groupes d'action déterminent une quatrième catégorie dans les violences verbales entendues dans les commissariats et dont on a déjà pas mal parlé. On en a même lu quelques instants à l'exemple. Ce sont des phrases qui témoignent d'une solidarité, voire d'une compassion envers les agresseurs. Je vais prendre que 3 exemples. Je les cite. J'ai voulu porter plainte pour agression sexuelle. Refus de la part du policier. Mon ami lui rappelle la loi. Il finit par accepter. Voulant aider l'enquête, je montre une photo de l'agresseur. Oh, ça va, il est mignon. Autre citation. Les policiers ont accompagné le conjoint violent à son ancien domicile pour récupérer ses affaires. Il lui était pourtant interdit de s'en approcher. Ça, moi, ça me dépasse, quoi. On a des témoignages de victimes qui sont complètement laissées à l'abandon par la police et on accompagne un agresseur jusqu'à chez lui pour qu'il récupère ses affaires. Enfin, de qui on se moque, quoi. Et enfin, j'en ai encore un autre. Lors d'un dépôt de plainte pour violence conjugale, j'ai vu la policière appeler mon ex, discuter un moment avec lui, rigoler, raconter des blagues, puis raccrocher et me dire que ce n'était qu'une simple dispute d'amoureux. Elle a refusé ma plainte et m'a montré la sortie.
5e catégorie. Des propos discriminants tenus à l'égard des victimes. Alors attention, ce que je vais citer est extrêmement choquant. Je cite. Difficulté de porter plainte après une agression, soi-disant que ça ne sert à rien. La policière a lourdement insisté sur ma tenue et m'a fait dire dans ma plainte que les hommes étaient d'origine méditerranéenne, ce qui n'était pas le cas. Plainte suivante. Dans la voiture de police, encore choqué par mon agression par un inconnu, je fais la description de mon agresseur aux policiers présents. Ils m'interrompent et me disent « On veut juste savoir si c'était un arabe ». Victime de viol de la part d'une femme qui a ensuite commencé à harceler mes proches, j'ai tenté de porter plainte. Les policiers ont refusé ma plainte, m'expliquant qu'une femme ne pouvait pas violer une autre femme, niant par là même mes viols et mon identité d'homme transgenre. Malgré des preuves dans mon dossier médical qui montraient que j'avais été drogué, leur seule réponse a été de me conseiller de renouer le dialogue avec elle. Et enfin, dernier témoignage sur ce thème-là, lors de ma plainte suite à des attouchements dans le tramway, les policiers me disent « Ouais, enfin, quand on s'habille comme ça, hein, puis si vous n'êtes pas contente, vous pouvez retourner dans votre pays. » On croit rêver, hein. 6e catégorie, on n'a plus que 2, hein, je vous rassure, elle fait carrément état de moquerie ou de comportement sexiste au moment du dépôt de plainte. J'en ai fait une rapide sélection, je cite « Victime du même frotteur dans un bus, nous sommes plusieurs filles à déposer plainte contre lui. Au commissariat, nous sommes séparés. Lorsque j'identifie l'homme en question, les agents qui manifestement le connaissent très bien le qualifient de serial frotteur et se mettent à rire. D'autres filles du groupe ont eu droit aux mêmes réactions. » Lors d'un dépôt de plainte pour agression sexuelle sur mineur, j'ai entendu les gendarmes dire à la mère de la victime « C'est juste une branlette, votre fille se comporte comme une pute. » Incroyable. Ensuite, j'ai voulu porter plainte pour revenge porn, j'étais mineur. La policière rigolait. À votre âge, quelle idée d'envoyer ce genre de photos à un inconnu. L'autre policier dans la pièce se rinçait bien les yeux sur les captures d'écran que j'avais apportées. J'en ai un autre. Dans un supermarché, un homme filme à 3 reprises sous ma jupe. La police est appelée. Première phrase prononcée par le policier en voyant « Ah bah ça va, il a pas choisi la plus moche. » Et enfin, on a... Au commissariat, le policier auprès duquel je cherche à déposer plainte pour tentative de viol est visiblement agacé. Il préfère me confier à l'une de ses collègues. Vas-y, c'est une histoire de nana. Allez, il y a une 7e catégorie qui le détermine, qui rappelle que parfois même la police ne connaît pas les bonnes démarches à suivre. J'ai 3 exemples à ce sujet-là. Le premier, qui dit « J'ai décidé de porter plainte pour harcèlement et menace de mort de la part de mon compagnon. Ma plainte a été refusée. On m'a dit qu'il fallait d'abord faire une main courante. Finalement, j'ai pu porter plainte, même si, selon les dires des policiers, il ne m'avait pas encore frappé. » Crois rêver. Ensuite, je cite encore, « Après avoir entendu à plusieurs reprises les cris de ma voisine et l'ayant croisé les jours suivants avec des bleus ou un bras dans le plâtre, je décide de contacter la police. 2 agents viennent m'interroger avant de se rendre chez mes voisins. Là devant son mari, il demande à la femme si elle est victime de violence de sa part. Elle nie. Le mari demande alors qui les a prévenus. Les policiers indiquent alors l'étage où je vis. Depuis, j'ai peur de les croiser. Les cris n'ont pas cessé, mais je n'ose pas rappeler la police. » Donc là, on a carrément une mise en danger de la personne qui a tenté de porter secours à une femme en danger. Délirant de lire tout ça. Allez, j'en ai un tout dernier, puis après on arrête avec ces horreurs. J'ai tenté de porter plainte contre le père de mes 2 filles qui voulait les emmener pour les faire exciser. La police m'a répondu que puisque c'était leur père, on ne pouvait rien faire. Ils ont refusé de prendre la plainte. Alors, pourquoi je vous ai parlé de ces horreurs-là pendant 3 vidéos? Parce que croyez-moi, ça m'a pas fait plaisir de faire ces recherches-là et de vous lire tout ça. Déjà, pour rappeler ce qui me semble à moi une évidence. Ces témoignages, ce ne sont pas des cas isolés. J'en fais pas du tout un pamphlet contre la police. Simplement, j'aimerais vraiment que ça rentre définitivement dans la tête des gens. Ça fait système. Ces pensées-là, elles font système. La pensée est normative, et plus les gens s'autorisent à dire et à penser certaines choses, et plus ça devient normal. Et il faut qu'on stoppe ça à tout prix. Il faut absolument qu'on stoppe ça, il faut tous qu'on soit choqués par ce qu'on vient de lire et d'entendre là. On reçoit bien sûr des témoignages de personnes qui ont été correctement reçues dans les commissariats. C'est plutôt rare, mais on en reçoit, mais c'est pas la majorité. Ces attitudes, ces mots que les victimes ont entendus, participent à la culture du viol, et je vais vous donner un exemple complètement fou tout de suite. 2 exemples même. Le premier, selon un sondage IFOP qui a été réalisé en 2016, on apprend entre autres que 17% des Français pensent qu'une femme qui dit non veut en réalité dire oui. Ça, c'est la culture du viol. 42% estiment qu'une tenue aguicheuse atténue la culpabilité d'un violeur. 26% considèrent que les femmes savent moins ce qu'elles veulent que les hommes en termes de désir sexuel. C'est complètement délirant. Tout ça, en fait, ça montre une chose. En France, le viol, c'est un crime qui est accepté, il est toléré. Il est toléré dans nos schémas de pensée, dans la façon dont on perçoit une victime, dans les doutes que l'on émet vis-à-vis des témoignages, dans le fait que l'on prenne systématiquement le parti de l'agresseur et qu'on ne respecte que sa présomption d'innocence à lui. Et parce qu'on s'autorise à penser et à dire des phrases terribles comme celles que je vous ai lues tout au long de cet épisode, est-ce que vous savez où on en arrive ? Eh bien, on en arrive à un 2e sondage IFOP réalisé en 2019. Qui dit que 54% des hommes de 18 à 24 ans ont déjà eu un rapport sexuel avec une femme qui ne voulait pas vraiment ou pas du tout.
Et ça, c'est du déclaratif, donc les chiffres sont sûrement plus importants que cela. On a 50% des hommes de 18 à 24 ans qui déclarent avoir eu dans leur vie des relations sexuelles avec des gens qui n'en avaient pas envie. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez si ça vous fait plaisir d'utiliser des euphémismes. Moi j'appelle ça un viol. Vous vous rendez compte de ces chiffres-là? Mais je pense que toute la culture du viol découle de ces attitudes-là, en fait. Si on continue à laisser passer, si on continue à considérer que, oui, bon, bah d'accord, la police, ils sont pas très bien formés, c'est pas grave, mais c'est gravissime, enfin. Là, il faut qu'on fasse front quand on entend ces choses-là, il faut qu'on dénonce les personnes qui se rendent coupables de phrases aussi atroces, ça peut plus durer, quoi. Alors, à votre avis, pourquoi les victimes, elles vont pas majoritairement porter plainte? Parce qu'en fait, le viol n'existe quasiment pas dans la tête des hommes. On considère comme si ça faisait partie intégrante de notre environnement, on prend la défense des agresseurs présumés, on justifie les comportements violents par des excuses que la société nous fournit, en faisant croire par exemple que nous on a des pulsions qu'on pourrait pas maîtriser, soi-disant. On fait douter d'elles les victimes de violences sexuelles, on continue à nier l'existence du viol conjugal, on prête aux victimes des intentions mercantiles, on invoque la présomption d'innocence à tout bout de champ pour uniquement protéger les potentiels violeurs. Alors quand une femme subit un viol, comment vous voulez que le premier réflexe de pensée qu'elle ait soit de se dire « je vais porter plainte ». C'est pas possible. On a parlé dans ces 3 épisodes, en plus de ça, de renversement de la culpabilité, de renversement de la charge portée par les victimes, de culture du viol, du parcours interminable à affronter, des décisions de justice qui sont ridiculement clémentes, des non-lieux qui sont prononcés, du harcèlement en ligne, des licenciements, et il y a tellement de choses dont j'ai pas encore parlé. On a des artistes en France qui sont accusés par de nombreuses femmes de viol ou d'agression sexuelle et qui se produisent encore sur scène pendant qu'il y a des enquêtes sur eux. Donc potentiellement, on applaudit des violeurs sur scène. Certains hommes politiques sont dans la même situation. Ils bénéficient de postes haut gradés payés avec de l'argent public. Imaginez l'humiliation subie par les victimes de ces gens-là et l'humiliation subie par toutes les victimes de violences sexuelles et de viols. Lorsque vous demandez sur les réseaux sociaux, ou pire, directement à une victime, pourquoi t'es pas allé porter plainte, en fait, vous niez l'existence de tout ça. Parce que la seule bonne question à poser, c'est est-ce que tu as besoin d'aide pour aller porter plainte? De quoi est-ce que tu as besoin? Est-ce que tout va bien? Vous n'êtes pas juge, d'accord? Vous n'êtes pas flic. Alors il faut avoir un peu d'empathie, là, bordel. Des victimes de viol, on en côtoie tous et toutes au quotidien. Et il y a même certaines études qui font état d'une femme sur 10 qui aurait ou aura un jour en France la malchance de devoir affronter cette horreur, quoi. Il y a une femme sur 10 qui a été ou qui sera violée en France. Vous entendez ça? 1 sur 10. Alors là, je crois qu'il est temps qu'on corrige notre façon de penser, notre façon de parler, pour leur faire un monde un peu moins violent dans lequel elles pourraient se reconstruire plus facilement, et surtout un monde dans lequel le viol serait définitivement considéré comme l'un des crimes les plus ignobles. En dénonçant la culture du viol, on rappelle une évidence qui n'est pourtant pas si évidente que ça. Violer une personne, c'est intolérable, c'est ignoble, ça ne mérite aucune empathie, aucune excuse, aucune remise en contexte. Les violeurs ou anciens violeurs, on vous veut hors de nos vies et on vous fait la guerre, sachez-le. À bientôt.